Êtes-vous prêts? Oui? Parfait. Pierre Desrochers. Il est professeur associé de géographie à l'Université de Toronto. Ses principaux champs d'intérêt sont le développement économique et politique environnementale, énergétique et alimentaire. Il a été le directeur de la recherche de l'Institut économique de Montréal de septembre 2001 à juillet 2003. Et voilà, il est avec nous. On lui laisse la parole. Monsieur Desrochers, bonjour. Est-ce que vous avez un micro? Ben, je peux être aussi, je veux juste la commande. Je pense que c'est ceci. Un micro ici. Oui. Bon, d'accord. Non, ça va être plus pratique, en effet. C'est juste que je vois pas les... OK. Bon, c'est beau. Je vais faire un effort. De toute façon, je connais mes images. Alors, merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de revenir au Québec et pour une fois d'avoir un auditoire qui est ouvert à mes idées. Règle générale, quand je reviens, c'est, disons, à l'invitation de l'Institut économique de Montréal. Et règle générale, j'ai commis un petit papier de 2-3 pages que je dois défendre dans les médias. Alors, je commence ma journée, quelques cafés. Là. Quand on s'intéresse à moi, bien sûr, ce qui n'est pas toujours le cas. Et règle générale, j'affronte la faune radio-canadienne et c'est pas toujours plaisant. Enfin, bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on m'a invité à présenter mon dernier bouquin. J'allais faire une blague au début, mais je me suis rendu compte que ça ne fonctionnerait pas parce que j'allais dire que, bon, au moins mon bouquin ne vous a rien coûté, n'a pas été subventionné. Mais je me suis rendu compte que les bouquins d'Éric et de Vincent n'ont pas été subventionnés non plus. Alors, je tiens à le souligner parce que dans le contexte québécois, c'est quand même assez rare. Alors, bon, on m'a donné 20 minutes et vu que j'ai tendance à parler beaucoup, laissez-moi y aller. Je prends pour acquis que vous êtes un auditoire extrêmement sophistiqué, alors je vais aller rapidement sur quelques concepts économiques de base. Donc, l'achat local, la souveraineté alimentaire, vous en avez sans doute entendu parler, donc je vais aller brièvement sur l'appel du local québécois. Ça va? Est-ce qu'il y a du feedback ou c'est pas... C'est bon? Ensuite, bon, quelques mots sur le bon vieux temps. La gauche radicale, vu que c'est le thème, et souveraineté alimentaire et saccage durable. On m'a demandé de parler de l'impact de l'achat local sur l'environnement. Bon, l'appel du local, je présume que vous en avez entendu parler. Après tout, ça fait des années que l'argent de vos taxes finance toutes sortes de petits groupes qui grenouillent pour en faire la promotion. Donc, ce que vous avez ici, c'est une affiche de 2006. Si vous ne le voyez pas à l'arrière, vous avez les suspects habituels. Donc, Équiterre, l'UPA, gouvernement du Québec, gouvernement du Canada. Et on nous dit l'achat local, toujours en tête, un projet en faveur d'une consommation alimentaire responsable. Et on fait la promotion de ça parce que c'est supposément bon pour l'environnement, la santé, votre vie communautaire et l'économie locale. Bon. Vous avez peut-être entendu l'expression de souveraineté alimentaire, qui est un truc un peu plus nouveau dans le discours des activistes de l'achat local. Bon, la souveraineté alimentaire par rapport au protectionnisme agricole traditionnel, c'est simplement le droit de dire non collectivement à la mondialisation des marchés. Donc, on ne fait pas confiance aux consommateurs pour choisir local, là, on leur impose le nous. Et la différence, par contre, c'est que si vous êtes un souverainiste alimentaire, vous n'avez pas le droit de faire du dumping de produits subventionnés dans les marchés étrangers. Donc, c'est la véritable différence entre la souveraineté alimentaire et le protectionnisme agricole traditionnel. Bon, moi, vu de Toronto, je suis peut-être un peu niaiseux, mais j'ai l'impression que le PQ est plus à l'aise de faire la promotion de la souveraineté alimentaire que de la souveraineté tout court. Mais je peux peut-être me tromper là-dessus. Donc, ça vient de leur dernier programme. Si vous ne voyez pas les détails, en gros, on dit que les agriculteurs québécois ne sont pas suffisamment subventionnés. Ça me rappelle une déclaration d'un président de l'UPA il y a quelques années, là, pas celui qu'ils ont présentement, mais un autre avant, qui disait que 80% des producteurs québécois sont subventionnés. Quel scandale! Ça devrait être 100%. C'est ce qu'il avait dit, évidemment. Donc, comme vous ne voyez peut-être pas, l'objectif, faire passer de 33 à 50% la proportion des aliments du Québec que nous consommons, pas 45, pas 55, pas 75, pas 100%, 50%. Et la souveraineté alimentaire, c'est bon pour l'emploi, pour l'investissement en région, pour la fierté, pour la santé et pour l'environnement. Bon, est-ce qu'on a affaire à un modèle québécois et ou un retour en arrière? Le but de ma présentation de ce matin, c'est de vous convaincre que c'est les deux. C'est le modèle québécois parce qu'on importe des mauvaises idées d'ailleurs qui n'ont jamais fonctionné nulle part. Et c'est un retour en arrière parce que, historiquement, la plupart des gens consommaient de la nourriture locale. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Donc, vous avez une peinture ici d'un artiste flamand qui date de quelques siècles. Ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de la diète des 161 km.
100 miles, 100 000. Sauf qu'historiquement, pour la plupart des villes, il y avait quelques exceptions, comme par exemple Rome impériale ou Londres au 18e siècle. L'essentiel de l'approvisionnement alimentaire des villes, des petites villes, jusqu'à la fin du 18e siècle, début du 19e, venait d'un rayon d'environ 50 km autour des villes. Évidemment, la plupart des produits ne pouvaient pas être transportés sur de longues distances, et c'était parce que le transport terrestre était vraiment mauvais. Donc, je n'ai pas de laser là-dessus, mais vous voyez donc des paysans qui amènent leur nourriture à la ville, et vraiment, c'est un sentier qu'ils utilisent. Et pour vous dire à quel point le transport terrestre était inefficace autrefois, transporter une tonne sur 50 km par voie terrestre, disons entre Manchester et Liverpool, par exemple, en Grande-Bretagne, vous coûtait aussi cher que d'envoyer une tonne d'aliments pour traverser l'Atlantique, de Liverpool à New York. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'était inefficace. Bon, vous n'en avez peut-être pas une bonne idée avec cette image-là, donc j'ai ajouté une image de la retraite de la grande armée de Napoléon, là, qui revient de Russie, là, après que le général Hivert eut défait les troupes françaises. Et ça vous donne une idée du transport par voie terrestre en hiver, lorsque vous aviez des choses lourdes à transporter sur des routes non pavées. Donc, historiquement, avoir des poules dans sa course, c'était pas quelque chose de cool, comme vous ferez croire Marie-Claude Lortie à la presse, c'était ce que tout le monde faisait. Donc, vous avez des images de Londres ici encore où les gens gardent des poules dans leur cour arrière, des cochons, des petites chèvres. Manchester, Londres, il y avait des cochons partout. L'avantage des cochons, c'est que ça mangeait n'importe quoi, y compris des excréments humains, et donc ça transformait des déchets organiques en protéines complètes. Et c'est pour ça que nos ancêtres gardaient des cochons, entre autres. La production laitière à Londres, les gens ne réalisent pas aujourd'hui que jusqu'au 19e siècle, le lait était produit dans les villes parce que ce que les campagnes envoyaient aux villes, le transport terrestre était tellement mauvais que ce que les campagnes envoyaient, c'était du beurre et du fromage. Les campagnes ne pouvaient pas envoyer de lait dans les villes. Donc, le lait était produit à partir, encore une fois, de détritus urbains, notamment des déchets de brasserie, des choses comme ça. Et donc, toutes les petites lignes jaunes ici que vous voyez, ce sont des centres de production laitière à Londres, en Angleterre, en 1798. Mais ce qu'on a tendance à oublier, si vous suivez un peu le discours de l'achat local aujourd'hui, vous ne devriez pas, mais si vous ne pouvez pas l'éviter, on nous dit qu'on doit redécouvrir les saisons, qu'on doit apprendre à revivre avec ce que la nature veut nous offrir. Mais en fait, vous regardez ce que faisaient nos ancêtres et c'était exactement le contraire. Ils haïssaient les saisons et ils essayaient de varier leur alimentation un peu. Donc, ce que vous avez ici, c'est une peinture d'un des immeubles les plus singuliers d'Écosse. Donc, ça a été construit au 18e siècle par le comte de Dunmore, qui était un des Écossais les plus riches à l'époque. Et le comte de Dunmore aimait beaucoup les ananas. Le problème des ananas, c'est que, ça a été découvert par Christophe Colomb et d'autres dans les Caraïbes. Ils en ramènent, évidemment, ils ne peuvent pas en ramener en Europe parce qu'un ananas ne supporte pas la traversée de l'Atlantique, mais ils ramènent des graines et ils en sèment en Europe. Et les gens riches, à l'époque, essaient d'en faire pousser dans des serres. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'historiquement, les seules personnes qui pouvaient vraiment se payer des aliments frais à l'année étaient des gens extrêmement riches. Donc, le comte de Dunmore fait construire une serre pour faire pousser des ananas. Donc, il faut la chauffer avec un petit four au charbon. Il y a des employés qui sont là 24 heures par jour. Et en coût réel, aujourd'hui, ça lui coûtait 3 000 $ pour produire un ananas. Et vous pouviez acheter une calèche à l'époque pour un ananas. Vous auriez pu changer un ananas contre une calèche. Mais bon, lui, évidemment, est un individu extrêmement riche, mais les aristocrates à travers l'Europe ont tous leur petite serre, justement, pour essayer de défier les saisons. Bon, il y a un certain progrès au 19e siècle. Les classes moyennes supérieures commencent à avoir le moyen de se payer des aliments frais hors saison. Ce que vous avez, l'image ici, ce sont des producteurs maraîchers parisiens. Je voudrais attirer votre attention sur une couple de trucs. Si vous voyez l'arbre en arrière, il n'y a pas de feuilles. Donc, ils sont au milieu de l'hiver. Vous voyez un muret à l'arrière. Jusque dans la seconde moitié du 19e siècle, environ 1/6 de la surface de Paris est consacrée à la production alimentaire. Et tous ces jardins-là ont des murets autour pour essayer de créer une espèce de petit microclimat artificiel. Au-delà de ça, ce qu'ils utilisent, ce sont des cloches de verre dans lesquelles il y a du crottin de cheval. Donc, c'est avant que les automobiles apparaissent. Il y a beaucoup de crottin de cheval à Paris. Donc, ils amènent leurs légumes en ville, ils ramènent le crottin de cheval, mettent ça sous leur cloche. Et pour produire de la chaleur supplémentaire, ils utilisent des matelas de paille qu'ils ont peinturés noirs pour justement attirer plus de chaleur du soleil. Et donc, jusqu'à la fin du 19e siècle, environ 1/6 de la surface de la grande région de Paris est consacrée à la production alimentaire.
Et ce qui est intéressant, si vous allez voir les sources originales, elles sont maintenant disponibles sur Google. Merci, j'ai plus besoin d'étudiants pour faire mes recherches. Vous voyez qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, historiquement, tout le monde avait produit de la bouffe, mais c'est vraiment quand nos grands-parents, dans les années 1820, ont réussi à produire des asperges vertes à l'année qu'on a commencé à avoir un certain respect pour le reste de la population. Donc, produire à l'année dans des conditions difficiles est vraiment ce qui amène du prestige aux producteurs maraîchers. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'ils disent, c'est que si les Londoniens nous payent plus cher que les Parisiens, screw les Parisiens, on envoie notre production à Londres. Donc, local, mais s'ils peuvent l'exporter pour obtenir un meilleur prix, ils vont le faire. Et vous ne pouvez pas les blâmer parce que, règle générale, ils travaillent quelque chose comme 16 ou 17 heures par jour presque à l'année. Ben, écoutez, s'il fait trop chaud la journée, il faut que vous enleviez tous vos matelas, il faut que vous ouvriez toutes vos cloches. Si ça gèle la nuit, ben, il faut couvrir toutes vos productions. Donc, vraiment, c'est une vie assez infernale. Et vous passez votre vie dans le crottin de cheval, évidemment. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin du 19e siècle? Bien, les choses changent rapidement. Ce système-là disparaît en l'espace de quelques années parce que les chemins de fer prennent suffisamment d'expansion qu'il est maintenant possible d'amener des produits maraîchers de régions qui ont de meilleures conditions que Paris pour les faire pousser. Donc, c'est une image américaine. Le Long Distance Brand, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, là. Lorsque les chemins de fer arrivent, les gens se disent « Mais pourquoi vous contenter d'aliments locaux quand vous pouvez avoir ce que le monde a de mieux à vous offrir? » Donc, ça commence partout. Et à Paris, bien, ils ne peuvent pas compétitionner avec la Provence et avec l'Italie, entre autres. Donc, ce système-là disparaît très rapidement. Vous avez aussi l'avènement du navire à vapeur qui permet d'amener des produits de régions beaucoup plus éloignées. Bon, je suis géographe, là, il faut quand même que je vous montre une carte. Donc, ce que vous voyez ici, les lignes blanches, c'est ce qui était possible d'utiliser comme voie maritime à l'époque de la marine à voile. Donc, les voiliers étaient en bois, ils avaient un tonnage maximum. Vraiment, vous ne pouvez pas construire un navire de bois plus grand qu'une certaine taille parce que, bon, il va craquer sur l'océan. Et vous êtes évidemment dépendant des courants marins et des vents dominants. Donc, les lignes blanches, c'était vraiment les seules routes commerciales qui étaient possibles du temps de la marine à voile. Arrivent les navires à vapeur qui sont en acier, qui peuvent être beaucoup plus gros, beaucoup plus économiques et qui vont vraiment n'importe où. Et vraiment, la véritable mondialisation des marchés commence au 19e siècle. Avant ça, bon, vous aviez des céréales ou peut-être de l'huile d'olive ou du sucre, des choses qui se conservaient bien, qui pouvaient voyager par bateau, mais c'était quand même limité. Donc, ce que l'on observe partout dans le monde, en tout cas dans les économies avancées, c'est qu'à l'ère du charbon, la production locale, comme à Paris, disparaît à travers le monde. Et avant que le transport pétrolier arrive et avant que les subventions agricoles commencent à être importantes, donc c'est une carte des États-Unis en 1920, les producteurs dans les régions se spécialisent spontanément dans ce qu'ils font de mieux et ils exportent l'essentiel de leur production vers les marchés urbains. Donc, certaines régions aux États-Unis sont plus favorables à la production de maïs et de blé d'hiver, d'autres à la production laitière. Donc, chaque agriculteur trouve son avantage comparatif, se spécialise dans ce qu'il fait de mieux et l'expédie, typiquement vers les marchés urbains. Une autre chose qu'on observe, c'est que la latitude devient de plus en plus importante. Vous savez sans doute qu'à certaines époques de l'année, certaines choses poussent, ou en tout cas arrivent à maturité dans certains endroits plutôt que d'autres. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'approvisionnement des villes américaines du Nord-Est il y a un siècle en pommes de terre. Donc, si vous êtes à New York en février ou en mars, ce que vous allez consommer, ce sont des pommes de terre des Bermudes. Pourquoi? Parce que les Bermudes sont dans le Gulf Stream, il fait un peu plus chaud qu'en Floride, leurs pommes de terre arrivent plus tôt. Et ensuite, les premières pommes de terre arrivent du sud de la Floride en mars, et bon, ça remonte tout le long de la côte Est, jusque dans le Maine et le Nouveau-Brunswick au début septembre. Donc, avant les chemins de fer, les producteurs, les gens de la région de New York auraient consommé des pommes de terre de New York qui auraient été produites localement et conservées dans une chambre froide pendant plusieurs mois. Sauf qu'évidemment, quand vous faites ça, bien, vous avez des pertes et vos pommes de terre ne sont pas aussi bonnes. Donc, le développement des transports amène une plus grande fraîcheur et des prix plus abordables. Troisième transformation qui arrive, qu'on observe dans toutes les économies avancées, la transformation des produits se concentre dans quelques centres urbains. Donc, ce que vous avez ici, c'est le district de l'abattage de Chicago au 19e siècle, qui émerge encore une fois avec les chemins de fer. Et au lieu d'abattre les animaux localement, on envoie tout ça à Chicago, à Omaha et à Kansas City notamment, parce qu'il y a des économies d'échelle. On peut produire la viande pour beaucoup moins cher lorsqu'on centralise la transformation. OK. Bon, les résultats de tout ça, écoutez,
Encore une fois, vous êtes un auditoire sophistiqué, là, je n'aurais pas besoin de vous convaincre. Les gens sont foncièrement paresseux, puis n'auraient pas développé ce système-là si ça n'avait pas été avantageux par rapport à ce qui existait auparavant. Donc, les résultats de la révolution des transports du 19e siècle et de la spécialisation des productions agricoles, c'est une nourriture plus abondante, plus diversifiée et plus abordable que jamais. Une sécurité alimentaire beaucoup plus importante que par le passé, parce que dans le passé, lorsque vous étiez dépendant de l'achat local, si vous aviez 2 mauvaises récoltes consécutives, bien, vous aviez une famine et vous n'aviez pas d'alternative. Le chemin de fer est vraiment ce qui met fin aux famines dans les économies avancées, parce que si vous avez une mauvaise année, bien, vous pouvez toujours importer des choses de régions qui n'ont pas eu de sécheresse, d'inondation, de gel, etc. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au cours des 3 derniers siècles, les corps humains en général, si on regarde la population en général, on a changé physiologiquement plus que dans toute l'histoire de l'humanité auparavant. Donc, ce que vous avez ici, le petit bonhomme à gauche qui s'appelle 1850, c'est l'Américain moyen en 1850. Donc, si vous ne le voyez pas à l'arrière, 5 pieds 7, environ 146 livres. Et à droite, c'est l'Américain moyen en 2000, 5 pieds 10, 191 livres. Bon, comme moi, l'Américain moyen aujourd'hui consomme peut-être un peu trop de nourriture abondante et diversifiée, mais le fait est que tous les spécialistes de la question vous disent que nos corps, en général, se sont transformés beaucoup plus au cours des 3 derniers siècles qu'au cours des 150 000 années qui ont précédé l'avènement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc, si tout est mauvais pour nous, si tout ce qu'on consomme est plein de pesticides, pourquoi est-ce qu'on vit tellement plus longtemps et en meilleure santé? Bon, pour des gens comme nous, on se dit, bon, c'est du progrès, tant mieux, ça nous en prend encore plus de mondialisation, mais vu que le thème, c'est la gauche radicale, il se trouve qu'historiquement, la gauche n'a pas vraiment aimé ces changements-là. Donc, ce que vous avez ici, c'est ma petite grille libertarienne. J'ai divisé les gauchistes en 3 clans. Le premier, c'est ce que j'appelle la gauche anarcho-communo-libertaire. Donc, c'est le spectre, si vous voulez, entre la gauche peace and love et on abolit les droits de propriété, à la gauche on casse la baraque et on abolit les droits de propriété. Ensuite, vous avez la gauche corporatiste et fasciste et la gauche marxiste. J'aurais pu vous parler des communes de hippies, mais les gens ne réalisent pas à quel point il y a une tradition hippie qui est ancienne aux États-Unis. Donc, ce que vous avez ici, c'est une image de Brook Farm et de son fondateur, George Ripley, au Massachusetts. Au début du 19e siècle, le Massachusetts est une des régions les plus développées aux États-Unis. Vous avez des intellectuels qui ont trop de temps qui ont trop de temps libre et trop d'argent et qui n'aiment pas la mondialisation des marchés. Donc, ils décident de faire un retour à la terre et d'acheter une petite ferme où ils vont cultiver leur propre nourriture. Et ils gagneront leur argent en parlant de philosophie puis en fondant une école. Mais Ripley n'est pas assez radical pour Bronson Alcott ici. Vous connaissez peut-être pas Bronson Alcott, mais je devrais plutôt dire certaines d'entre vous connaissent peut-être sa fille, Louisa May Alcott, Little Women, les 4 filles du Dr. Marsh. Bon, c'est son papa. Donc, son papa est vraiment un radical anti-marché qui veut faire un retour à la terre. Donc, lui aussi achète sa propriété à Harvard, pas à l'université, mais il y a un village au Massachusetts qui s'appelle Harvard. Et il appelle ça Fruitland et il invite des gens à aller vivre avec lui. Et il y a quelques règles spéciales. D'abord, il n'est pas question qu'on importe de la nourriture de l'extérieur. Donc, pas de café, pas de thé, pas de mélasse, pas de riz. Et ensuite, c'est un végétarien, mais c'est un végétarien radical. Donc, on appellerait ça aujourd'hui un végétarien éthique. Donc, il est contre la consommation de viande, d'œufs et de produits laitiers, mais également, il est contre la laine, il est contre l'usage du fumier, il est contre la cire d'abeille, puis il est contre les animaux de trait. Et il n'y a pas encore de tracteur à l'époque, là. Il est également contre les légumes poussant vers le bas. Les carottes, les betteraves, les pommes de terre. Je ne sais pas pourquoi, mais dans le fond, ces arguments sont aussi valables que ceux qui sont contre la vaccination et la pasteurisation aujourd'hui, mais je n'irai pas plus loin. Et je vais lui donner un petit slack pour le dernier. Il est contre le coton parce qu'à l'époque, le coton est produit par les esclaves. Donc, pour faire une histoire courte, Brook Farm, la première que je vous ai montrée, survit à peu près 3 ou 4 ans. Fruitlands, il y a un paquet de philosophes et de poètes qui parlent tout l'été sous les vergers, mais arrive septembre et octobre, ils se disent finalement, on n'a rien produit, puis on n'a pas de bouffe, fait que ça n'a pas marché. Comme toutes les communes hippies, ça a duré 7 mois dans ce cas-là et ça n'a pas survécu. Donc, assez pour les libertaires. On va maintenant vers la gauche corporatiste et fasciste. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être quelques journalistes dans la salle aujourd'hui. Donc, écoutez, le fascisme, ce n'est pas de droite. Le corporatisme, ce n'est pas de droite. Ne me croyez pas, voici Benito Mussolini. Si vous ne le voyez pas à l'arrière, il fait son genre sur un tracteur. Ici, il y a une raison pour ça. Mais 2 citations de Mussolini. Tout par l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. Et si le libéralisme défend l'individualisme, le fascisme défend le gouvernement. Donc, les forces vives de l'Italie sont coordonnées par l'État. Un consensus est établi par le Duce. Puis, bon.
C'est vraiment ce que le fascisme est à l'époque en Italie. Ce qui est intéressant, c'est que la première chose que Mussolini fait, ou une des premières, lorsqu'il consolide son pouvoir au milieu des années 20, c'est de déclencher une politique de souveraineté alimentaire. Sauf que lui, au lieu de viser 50 de l'approvisionnement en général, lui, ce qu'il veut, c'est 100 du blé. Il considère que le fait que l'Italie dépende des importations de blé de l'étranger est une forme d'esclavage. Donc, il lance ce qu'ils appellent à l'époque la Battaglia del Grano. Et l'idée, c'est que l'Italie doit augmenter sa production de blé, doit être autosuffisante. Donc, vous voyez, c'est Mussolini en haut, là, le gars avec les lunettes. Donc, au lieu de cogner sur des casseroles, au moins, il met la main à la pâte, ou en tout cas aux récoltes. L'idée, c'est que justement, pour l'autarcie alimentaire de notre pays, donc vous voyez le faisceau fasciste qui est là, mais vous voyez la truelle et le blé autour. Et l'idée de Mussolini, c'est que justement, bon, l'Italie doit devenir autosuffisante. Et il va gagner. L'Italie va devenir autosuffisante en blé. Le problème, c'est que le blé ne pousse pas dans les pâturages alpins. Donc, ils sont obligés de détruire des vignobles, sont obligés de détruire des vergers où ils faisaient pousser des olives, des vergers où ils faisaient pousser des agrumes, la production de bétail italien qui dépendait de grains importés de l'étranger. Donc, oui, ils produisent plus de blé, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et tout le monde en souffre en Italie parce que la nourriture devient moins abondante et beaucoup plus dispendieuse que par le passé. Mais il a atteint son but. OK. D'autres National Socialism, encore une fois, les gens qui disent que les nazis sont de droite, écoutez, c'est eux-mêmes qui se décrivaient socialistes, là, c'est pas moi. Donc, les nazis, ils font passer Mussolini pour un enfant d'école, comme vous le savez sans doute. La personne la plus intéressante dans ce cas-là, c'est le gars à gauche, Richard Daré. Il est intéressant dans la mesure où c'est le principal penseur et ministre nazi de l'agriculture. Donc, évidemment, les nazis sont pour l'autosuffisance alimentaire. Ils ont leur notion de Lebensraum. Mais contrairement à Mussolini, ou en tout cas au-delà de Mussolini, Daré est quelqu'un qui dit ouvertement, ben écoutez, on doit envahir l'Europe de l'Est, on liquide leurs élites, on réduit le reste de leur population en esclavage pour nourrir la race maîtresse. Et Daré fait la promotion de l'agriculture bio, notamment, et des politiques de conservation qui ne sont pas si différentes de ce que les environnementalistes vont promouvoir par la suite. Et d'ailleurs, il y a eu un scandale il y a quelques années en Allemagne. Il a dit, oui, mais mon père était un pionnier du mouvement environnemental. Et elle avait raison, mais évidemment, les environnementalistes n'étaient pas contents de se faire rappeler les racines de ça. Donc, Blott and Botten, si vous ne connaissez pas ça, l'expression c'est le sang et le sol. L'idée est que la race aryenne a évolué en symbiose avec son environnement et donc elle doit se contenter de nourriture locale. Et vous seriez surpris du nombre d'activistes locaux aujourd'hui qui me disent ça. On doit s'adapter à notre environnement. Mais quand je leur parle des nazis, on me dit toujours que je suis un démagogue, mais au moins, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils disaient la même chose il y a 70 ans. Donc. OK, la gauche marxiste. Ici, je vais être gentil avec Marx et Engels. Je ne sais pas combien d'entre vous ont jamais lu le manifeste du Parti communiste, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils définissent les partisans de l'achat local comme des réactionnaires. Donc, si vous lisez le manifeste du Parti communiste, vous allez lire à un moment donné un passage qui dit « Au grand désespoir des réactionnaires, la bourgeoisie a enlevé à l'industrie sa base nationale. À la place de l'ancien isolement des provinces et des nations se suffisant elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. » Et je dois dire que les gens qui m'ont le mieux traité dans la gauche, depuis que mon bouquin est sorti, c'est la gauche marxiste traditionnelle. J'ai d'ailleurs un magazine en Grande-Bretagne qui me dit « Écoute, Pierre, on va publier ce que tu veux là-dessus. Nous, on est pour ça, la mondialisation. On n'est pas d'accord sur un paquet d'autres choses. » Mais Marx disait que la mondialisation est bon parce que ça améliore le niveau de vie des masses, qui va éventuellement amener le communisme. Bon, on ne s'entend peut-être pas sur la dernière partie, mais au moins, ils ont été très gentils avec moi pour la première partie. Le problème, c'est qu'évidemment, en pratique, le marxisme est incompatible avec la liberté. Donc, l'oncle Staline est prêt à mondialiser le commerce dans la mesure où il contrôle les pays avec qui il fait du commerce. Donc, c'est la sphère de coprospérité en Allemagne de l'Est, en Europe de l'Est. Et l'Union soviétique a officiellement une politique de souveraineté alimentaire jusqu'en 1973, où vraiment les pénuries de blé à ce moment-là sont si importantes qu'ils n'ont pas le choix que d'importer du blé des États-Unis et du Canada. Bon, je m'épivarde ici, j'achève. Donc, pour en revenir à ce que nos partisans de la souveraineté alimentaire et de l'achat local nous disent aujourd'hui, le seul argument que vous ne trouverez pas, que vous trouverez qui n'a pas été utilisé par les gens dans le passé, c'est une certaine dimension de l'aspect environnemental. Donc, vous avez ici une image qui vous décrit l'argument traditionnel pour le kilomètre alimentaire. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez la petite île à gauche, en haut, dans le coin. Vous avez un palmier juste à côté d'un pommier.
Je ne sais pas dans quel environnement ça arrive, là, mais en tout cas, ça doit bien exister quelque part, puisqu'on nous le dit. Et l'idée, c'est que la bouffe nous vient de très loin. Pourquoi ne pas acheter de la bouffe locale? Donc, aujourd'hui, tout fonctionne au pétrole. Alors, une façon évidente de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est d'acheter de la bouffe locale. Bon, ça, c'est du fumier solide, endurable. Si j'étais à Toronto, je dirais bullshit. Donc, pourquoi? Bien, c'est que mon but dans la vie en tant que géographe, c'est évidemment pas de chercher des nouveaux continents. Je suis pas mal confiant que mes collègues les ont trouvés. Mais c'est d'expliquer que justement les régions diffèrent dans le monde et qu'il y a des avantages à produire certaines choses dans certaines régions plutôt que d'autres. Donc, même dans des économies ou des climats comparables, comme le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, les Kiwis, donc les Néo-Zélandais, en utilisant le même nombre d'intrants, vont produire 3 fois plus de pommes, 4 fois plus d'agneaux, puis 2 fois plus de solides de lait. Donc, dans ce contexte-là, le transport longue distance, surtout si c'est un navire container qui flotte sur l'eau, qui a des moteurs diesel extrêmement efficaces, ça consomme à peu près rien par rapport à, disons, mettre quelques sacs de pommes dans votre fourgonnette puis l'amener au marché. Donc, l'impact du transport longue distance lorsque ça vient de Nouvelle-Zélande, par exemple, si ce bateau-là était complètement rempli de pommes, amener une pomme de Nouvelle-Zélande en Amérique du Nord, ce serait à peu près 1 sou par pomme en termes de carburant. Donc, c'est pour vous dire à quel point un navire container est efficace. Ensuite, la latitude. Bon, je vous en parlais tantôt, l'approvisionnement en pommes de terre. Ici, on est à la fin de notre hiver. Évidemment, en Nouvelle-Zélande, ils sont à la fin de leur été. Dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc, si vous avez consommé des pommes québécoises ce matin, vous avez sans doute consommé une pomme qui a été cueillie en septembre et conservée dans un entrepôt réfrigéré pendant plusieurs mois. Si elle vient de Nouvelle-Zélande, elle a peut-être été cueillie il y a une dizaine de jours. Donc, une pomme est une pomme, sauf qu'une pomme de Nouvelle-Zélande, à ce temps-ci de l'année, c'est beaucoup plus écologique qu'une pomme du Québec qui a été conservée dans un entrepôt réfrigéré pendant une longue période de temps. Donc, au total, le transport longue distance, si vous regardez tous les intrants d'énergie qui sont nécessaires pour produire de la nourriture aux États-Unis, c'est peut-être 4 du total. Donc, si vous voulez réduire ce 4 %-là, vous devez utiliser des serres chauffées, vous devez utiliser d'autres technologies qui vont faire augmenter votre impact environnemental de façon plus importante. Les économies d'échelle, bon, vous voyez la petite vache à gauche qui a l'air de savoir que quelque chose de pas fin va lui arriver. Donc, vous la voyez à droite ici. C'est un abattoir traditionnel. Vous en voyez encore plusieurs dans les économies moins avancées. Ce qui est intéressant, c'est que justement, la centralisation de la production permet aux États-Unis de convertir tous les déchets. Le petit producteur ne pouvait utiliser que la viande et que le cuir. Il jetait tout le reste. Tous ces autres déchets-là sont convertis en sous-produits dans les grandes entreprises de Chicago parce qu'ils peuvent développer des technologies pour faire ça. Donc, beaucoup moins de pollution et la viande est beaucoup moins chère. Donc, au bout du compte, il y a des avantages à la fois économiques et environnementaux à concentrer la transformation. Un argument qu'on entend souvent des partisans de l'achat local, les monocultures sont mauvaises pour la biodiversité. Ce que vous avez ici, ce sont 4 cartes du couvert forestier aux États-Unis. Les régions noires, évidemment, sont les forêts aux États-Unis. Donc, en 1620, 80 des Amérindiens sont morts des maladies que les Européens ont apportées. La forêt a repoussé. Dans les années 1850, les gens se concentrent surtout le long des rivières et le long de l'océan. En 1920, vous avez des chemins de fer partout, vous voyez ce qui reste. Et regardez ce qui arrive en 1992. La mondialisation des marchés, le transport longue distance fait qu'on concentre la production dans les régions les plus propices, on augmente les rendements de façon considérable et les gens quittent les terres qui sont plus productives, qui sont plus marginales. Et pourquoi c'est important? Bien, parce que faire pousser de la bouffe dans les Appalaches, c'était pas vergeux. Donc, ce que vous avez ici, c'est une image de la Finlande. Si vous n'avez jamais été en Finlande, la plupart de la Finlande, ça ressemble au bouclier canadien. Donc, ce que les gens faisaient, bien, ils brûlaient la forêt, vous avez peut-être une ou deux récoltes, puis ensuite, bien, ils allaient faire brûler un autre bout de la forêt, puis il y avait peut-être une ou deux récoltes. Et bon, évidemment, ce n'est pas limité à la Finlande. Donc, ça, c'est la forêt noire en Allemagne. À la même époque, les gens faisaient brûler la forêt noire régulièrement. En fait, ça n'avait pas l'air vraiment d'une forêt. Les Pays-Bas, à certaines époques de l'année, l'Europe, à un moment donné, est couverte de fumée, parce que les gens n'ont pas le choix. Ils vivent de la bouffe locale, mais la plupart des terres ne sont pas vraiment propices à l'agriculture, donc ils n'ont pas le choix de brûler le paysage à répétition. Dans le nord de la Suède, ça c'est une recréation récente là, pour comprendre ce que les gens faisaient dans le passé. Il y en a combien qui ont vu les brûler au Québec? Je crois que ça jouerait à Historia tout le temps, non? C'était le meilleur film québécois des années 50, la colonisation en Abitibi. Je vous invite à voir au moins les 10 premières minutes, c'est facile à trouver. Vous avez le curé qui dit « Ah, j'ai hâte que la forêt soit détruite et qu'on construise des fermes. » Et puis vous avez les colons qui arrivent dans un brûlis, puis on leur dit « Bon, ben OK, transformez ça en terre agricole. » Maintenant, ils disent « Ça prend-tu une maudite gang d'écœurants pour nous amener ici? » Film québécois des années 50, c'est bien quand même. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Bien, les gens qui vivent vraiment de la bouffe locale dans le monde sont genre en Afrique subsaharienne ou dans les régions les plus pauvres d'Asie du Sud-Est.
Et ils continuent de saccager la terre comme nos ancêtres le faisaient. Donc, ça, c'est l'Indonésie en 1997. Les gens sont pauvres, ils sont plus nombreux qu'avant, donc ils brûlent, puis ils détruisent l'environnement au passage. En quoi est-ce que la bouffe locale est bonne et en quoi est-ce que c'est une meilleure alternative que de leur permettre de transiter vers ce qu'on a connu dans nos économies plus avancées? Et ce qui est intéressant, c'est que les enverdeurs des années 20 ou 50 disaient que l'agriculture bio, puis ce dont on fait la promotion aujourd'hui, c'est pas viable. Il faut que les gens arrêtent de dépendre de l'achat local. Il faut que les gens arrêtent de détruire leur environnement pour produire la bouffe, parce qu'à long terme, ils détruisent la fertilité des territoires. Donc, c'est un bouquin écrit en 1939, The Rape of the Earth, A World Survey of Soil Erosion. Aujourd'hui, il y a quelque chose dans le monde universitaire qu'on appelle l'écoféminisme. Si vous ne connaissez pas ça, l'industrie est mâle, la nature est femelle, donc l'industrie viole la nature. En tout cas, bon, The Rape of the Earth, j'ai des collègues qui enseignent ça. Bon, en tout cas. William Voigt. Et ce qui est intéressant, Voigt, c'est l'auteur, c'est l'environnementaliste le plus connu avant les années 60. On n'en parle plus vraiment aujourd'hui parce qu'il y avait tendance à dire, mais vous savez quoi, Daré puis les nazis, dans le fond, c'était peut-être pas si mauvais finalement au point de vue de l'environnement. Donc, on a oublié. Ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, les véritables racines du mouvement environnementaliste se retrouvent dans l'aristocratie puis dans le mouvement eugéniste. Donc, qui ultimement, bon, la conclusion logique du mouvement eugéniste a été le mouvement nazi, mais on ne parle plus vraiment des environnementalistes des années 20 et 50 parce que c'est un peu honteux. En tout cas, bon, j'achève, là, j'ai fini, j'ai dépassé mon temps. Conclusion, le bon vieux temps est maintenant. C'est Columella à droite. Il y a 3 traités d'agriculture qui ont survécu de la Rome antique. Columella est un de ceux-là. Et au début, il dit, entre autres, ouais, j'entends souvent les personnages les plus distingués de notre ville, Rome, dire que la terre est fatiguée ou épuisée, au point qu'elle ne peut plus fournir aux mortels leur nourriture avec la même profusion qu'elle le faisait autrefois. Donc, il y a 2000 ans, on se plaignait qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'autrefois, les gens savaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on ne sait plus. C'est un argument qui revient à chaque génération. Ensuite, les maladies imaginaires, Occupy the Food Supply. Donc, les activistes s'imaginent que le problème, c'est juste les grandes entreprises. Ce qu'on dit dans le livre, ma conjointe et moi, non, c'est la météo. Vous allez avoir des mauvaises années, vous revenez local, bien, vous allez avoir des famines. Il y a des régions qui sont juste mieux adaptées que d'autres à produire certains types de bouffe. Il y a des économies d'échelle et vous ne pouvez pas avoir de développement sans ville et vous ne pouvez pas avoir de ville sans transport de bouffe longue distance à grande échelle. Donc, la souveraineté alimentaire, contrairement à ce que semblent croire M. Gendron et Mme Marois, ça a été essayé à plusieurs reprises dans le passé et on connaît les résultats. La bouffe va coûter plus cher, va avoir moins de variété, moins de sécurité alimentaire, on va détruire l'environnement davantage. Et puis, si vous voulez vraiment aider les pauvres, comment vous voulez aider les gens des économies moins avancées qui ne peuvent avoir un avantage que dans l'agriculture si vous leur fermez vos portes? Question comme ça, là, vu qu'on nous parle toujours des pauvres. Pour conclure, un autre souverainisme alimentaire est possible. Bon, vu qu'on est au Québec, je me souviens que le premier slogan de Pierre Bourgault, enfin, je n'étais pas né, là, mais quand même, c'était de dire « on est capable ». Pourquoi est-ce que les agriculteurs québécois se disent pas, bien écoutez, la population mondiale, on est à peu près à 7 milliards, on va être 9 milliards bientôt, le niveau de vie s'améliore, les gens veulent plus de protéines animales. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de se trouver des créneaux, les développer, puis d'aller conquérir le marché mondial plutôt que toujours nous replier sur nous-mêmes? Il me semble qu'à une certaine époque, les souverainistes québécois comprenaient ça. Bourgault voulait un pays comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une agriculture comme les autres? Merci.